Cette vidéo est basée sur des faits réels. Vous êtes en train de regarder une œuvre audiovisuelle quand soudain un membre de l'audience se lève et exprime sa colère. « Ce n'est pas réaliste !» dit-il. Ce héros des temps modernes vient de dévoiler la mascarade. L'écran de fumée disparaît. Et tout le monde peut se réjouir et affirmer en chœur que c'est un mauvais film que vous regardiez. Parce que tout le monde sait que réalisme égale bien. En tout cas, c'est ce que croient beaucoup de gens. On va donc en parler dans cette vidéo après le message de notre sponsor. Cette vidéo vous est présentée par CyberGhost VPN. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je travaille avec CyberGhost depuis longtemps et que j'utilise leur VPN tous les jours. C'est pourquoi je suis toujours content de pouvoir vous le recommander. Piqûre de rappel, un VPN c'est un réseau virtuel privé. Lorsque vous vous connectez sur internet en déplacement par exemple, votre connexion n'est pas sécurisée, ce qui peut permettre à des personnes mal intentionnées de voler vos données. C'est là qu'un VPN est utile. En un clic, vous activez la connexion sécurisée et c'est bon. Un autre avantage des VPN, c'est l'accès au contenu géo-restreint. Si votre animé préféré n'est pas disponible sur le Netflix français, il vous suffit de vous connecter à une IP japonaise pour débloquer les merveilles du pays du soleil levant. Que ce soit sur Netflix, Amazon Prime ou Disney+, vous débloquerez jusqu'à 40% de films et de séries en plus. Si vous êtes plutôt course automobile ou de moto, vous pouvez les regarder sur la RTBF gratuitement et en français simplement en localisant votre connexion en Belgique. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, iOS, Android et toute la bande. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour faire profiter les copains et grand-maman. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs, l'application a 5 étoiles sur Trustpilot, de quoi affirmer que CyberGhost VPN sont les meilleurs dans le domaine. Faites leur confiance en cliquant sur mon lien en description ou dans le commentaire épinglé et profitez de 83% de réduction et 4 mois gratuits, soit 2,03 € par mois. Le meilleur dans tout ça, c'est que si ça ne vous convient pas, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser, en profitant d'un support en français disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Pas la peine d'hésiter, cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Tellement pas réaliste, y a pas de sponsor dans la réalité. Le réalisme, c'est l'étalon or de la fiction. Après tout, l'art n'a-t-il pas pour but de représenter la réalité, de capturer l'essence du monde matériel pour le représenter de la manière la plus fidèle? Et en particulier en fiction, dont l'un des principes sacrés est la suspension consentie de l'incrédulité. Comme le public accepte qu'on lui raconte une histoire, l'auteur doit tout faire pour que cette histoire soit convaincante. Ainsi, le réalisme est un objectif absolu pour tout artiste. Bon, sauf quand on veut raconter des histoires fantastiques, ou quand on fait de l'animation, ou des films de zombies. Mais tout ça, c'est pas du vrai art, c'est des sous-genres populaires pour ados dégénérés, du divertissement tout au plus. Non, l'art, le véritable, le pur, il est réaliste. Il raconte des choses vraies, avec des vrais gens. L'art c'est le drame, le film de guerre, le biopic. N'y a-t-il plus grande consécration pour une œuvre d'art que d'être inspiré de faits réels? Bon allez, j'arrête de jouer ce rôle, il est insupportable. Mais effectivement, si on peut tranquillement s'écarter de la réalité dans un film de genre, c'est beaucoup moins facilement accepté quand on touche à du drame social ou une œuvre biographique. Certaines histoires appellent au réalisme. Concentrons-nous par exemple sur le biopic, le film biographique. De par son principe, le fait qu'il est inspiré de faits réels autour de la vie d'un individu véritable, il doit se plier à une certaine discipline concernant le réalisme. Dans Oppenheimer, on peut pas avoir un alien à deux cœurs qui débarque en plein milieu pour expliquer aux scientifiques que c'est pas bien de créer l'arme atomique. Ce serait un écart total à la réalité et donc une rupture de la promesse faite par le genre. Un certain type d'histoire crée certaines attentes. Dans un film d'action, le héros peut courir en plein milieu d'une fusillade sans se faire toucher par une seule balle. Dans un film de guerre, dès qu'il sort de sa couverture, il est mort. En fait, tout ça, ce sont des accords tacites basés sur notre compréhension du genre. Le film d'action est très généralement un divertissement avant tout. Il peut choisir d'être réaliste, mais ce n'est pas obligatoire. Tandis que le film de guerre est généralement un film historique, qui se doit de respecter une fidélité aux événements et à la logique de notre monde. Même si tous les personnages sont fictifs, pour éviter des problèmes avec les vraies personnes qui ont participé à la guerre qui est traitée, on les traite comme si elles étaient de vraies personnes. Et donc, on doit les représenter de façon réaliste. Même dans un genre fantastique comme la science-fiction, il existe un courant nommé la hard SF. Non, pas hard dans ce sens-là. Enfin, ça existe sans doute, hein, mais pas là. La hard SF, c'est une science-fiction qui s'axe autour du réalisme. Elle peut s'accorder un ou deux écarts technologiques qui serviront d'excuse à l'intrigue, l'existence d'aliens, le voyage supraluminique ou autre, mais en dehors de ça, les lois de la physique s'appliqueront. Pas de bruit dans l'espace, le danger des radiations dans le vide, pas de gravité artificielle, et si rien n'empêche un genre fantastique de s'approcher du réalisme, rien n'empêche un biopic de s'en éloigner. Bref, vous l'aurez compris, le réalisme c'est un choix, et il s'accompagne souvent d'une certaine notion de prestige. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'attrait pour de nombreux auteurs, même dans les genres de l'imaginaire. Une série comme Game of Thrones et plus largement le genre de la dark fantasy se sont créés une place de choix devant le grand public en incorporant une grande dose de réalisme dans leurs univers imaginaires. C'est perçu comme plus adulte, plus qualitatif, voire même moins honteux comparé à l'heroic fantasy haute en couleurs, souvent perçu comme plus pulp, plus grand public, plus divertissement. C'est là qu'est aussi la grande division sur le sujet. Le divertissement n'a pas à être réaliste, mais l'art, le vrai, le pur, lui, oui.
On peut pas nier qu'il y a une grande dose d'élitisme culturel dans ce débat. Le réalisme, c'est une façon de diviser entre ce qui est perçu comme inconséquent voire abrutissant et ce qui élève l'esprit et est digne de récompense. Existe-t-il plus grande aspiration pour l'art que d'être indissociable de la réalité? Bon, déjà là-dessus, moi je pense que non, mais encore faudrait-il que réalisme soit synonyme de réalité. Or, ce n'est pas le cas. La réalité n'est pas écrite. Bon après ça peut dépendre de vos croyances, mais dans tous les cas, la réalité n'est pas écrite comme de la fiction. Elle n'a pas pour objectif de raconter une histoire. Il n'y a pas un scénariste de la réalité. Vous remarquerez qu'à cause de ça, la réalité est confuse. Il y a trop de personnages, les enjeux sont pas clairs, tout le monde pense être le protagoniste, et bordel, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Même quand on a une pandémie globale, la majorité des personnages se font chier. Parce qu'en plus, la réalité ne peut pas couper les scènes au montage, il y a jamais de musique triste pendant les moments tristes, et les acteurs sont franchement pas toujours convaincants. Vous l'aurez compris, ce que j'essaye d'illustrer, c'est que par le simple fait d'utiliser un médium d'expression avec ses codes et ses limites, on ne peut pas recréer la réalité à une échelle 1 pour 1. Là j'ai pris l'audiovisuel comme exemple, mais vous savez qu'un livre n'est pas la réalité puisque c'est des mots sur du papier. Une peinture n'est pas la réalité, c'est des pigments sur un support. Une photo n'est pas la réalité vu qu'elle ne bouge pas. Parce que le réalisme, c'est l'illusion de la réalité. J'insiste sur illusion. Même quand on fait de la télé-réalité, il y a du montage, il y a de la musique, il y a des partis pris narratifs qui décident ce qu'on montre et comment on le montre. Parce que la réalité, en elle-même, c'est chiant. Et c'est normal, elle est pas faite pour nous divertir ou nous émerveiller. Elle est. C'est tout. C'est à travers le regard de l'artiste que la réalité devient l'art. Un coucher de soleil n'est beau que si quelqu'un est là pour le regarder. Et pétez pas un plomb parce que je compare l'art et la télé-réalité. Je sais que pour beaucoup le mot est sacré, mais moi je m'en bats les couilles et je vous assure que la télé-réalité c'est un art. Un art de merde de mon point de vue parce qu'il n'exprime rien de sincère. Mais un art quand même, il y a une vision derrière qui est accomplie avec une technique. L'objectif de la télé-réalité n'est pas artistique, mais la technique l'est. Mais surtout, si je trouve ça si nul, c'est parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Bon, souvent c'est complètement faux, mais il n'empêche qu'on a généralement des vrais gens qui parlent comme parlent les vrais gens, ont conscience d'être filmés et vivent, plus ou moins, de vraies choses. Et c'est terriblement nul, je trouve. Alors que justement, dans un film réaliste, les choses sont bien plus fortes parce qu'elles sont truquées, parce qu'elles sont fausses. Ce sont des acteurs qui jouent, non pas pour représenter la réalité, mais pour l'iconiser. L'histoire est écrite pour s'enchaîner, on prend pas 10 minutes pour voir Oppenheimer aux chiottes parce que ce serait plus proche de la réalité. La mise en scène nécessite de tricher pour avoir des plans plus forts, qui suscitent plus d'émotions, que juste tout filmer à hauteur d'homme en 60 images secondes. Le pouvoir de l'art, c'est pas de recréer la réalité. Ça a été une obsession pendant un temps, surtout dans l'art pictural, puis on a inventé la photographie. C'est pas pour rien que l'art s'éloigne du réalisme au moment où la technologie permet de capturer la réalité. On commence d'ailleurs à voir la même évolution dans le jeu vidéo. Ce n'est plus intéressant une fois que la performance technique est rendue obsolète par la technologie. Il y a plus de défis et donc moins d'intérêt. Mais on n'a pas arrêté de peindre pour autant. On s'est tourné vers ce que la peinture peut faire et pas la photographie. C'est là qu'on se tourne vers des représentations plus stylisées. Et c'est aussi pas pour rien qu'à cette époque se développe le 9e art, la bande dessinée. Si le dessin n'a plus pour but de représenter la réalité, on se tourne vers d'autres horizons. Raconter des histoires, faire rire, émouvoir. Et on dépasse largement ce que la réalité rend possible. Par exemple, dans ma dernière vidéo sur One Piece, j'ai dit que les visages humains étaient moins expressifs que les dessins, ce que certains commentaires ont souligné. Quoi? Des dessins plus expressifs que des visages humains? C'est une blague? Et je trouve fascinant que ce soit pas une évidence. Oui, un dessin est plus expressif qu'un visage, puisqu'il s'agit d'une représentation stylisée et exagérée de la réalité. C'est le principe même de l'expressionnisme, un de ces courants artistiques nés après l'invention de la photographie. Quand on atteint une limite technique, il faut explorer d'autres horizons pour dépasser les limites de la réalité. Genre ça, c'est un sourire humain, ça, c'est l'expression exagérée et stylisée d'un sourire humain. Dans la simple démarche qui mène à sa création, ce dessin est plus expressif que la réalité. Et vous savez qui considérait l'expressionnisme comme un art dégénéré? Un indice, ça rime avec Mazie. Non, en plus c'est vrai, c'est pas pour rien qu'on parle en particulier de l'expressionnisme allemand au cinéma dans les années 20. Et le petit moustachu, avec sa carrière ratée aux Beaux-Arts, ne supportait pas ça. Donc je dis pas qu'on peut pas être en désaccord avec moi, je dis juste que c'est chaud d'être en accord avec eux. Blague à part, toute cette diatribe sur l'art est là pour expliquer une chose importante. La représentation de la réalité n'est pas le but ultime de l'art. Mais alors c'est quoi le but ultime de l'art? C'est pas pour rien qu'un des sujets qui revient le plus au bac de philo, c'est qu'est-ce que l'art? Vous avez 4 heures. Parce qu'il n'y a pas une réponse. Ça dépend des individus, des lieux, des cultures, des époques, de la définition même du terme d'art sur laquelle personne ne semble être d'accord. Sous ma dernière vidéo qui parlait de Kaamelott, un commentaire m'a furieusement réprimandé pour avoir osé dire qu'Alexandre Astier était un artiste, que je faisais du mal aux vrais artistes en le couronnant de ce titre. Pourtant le mec est auteur, c'est un art, il est comédien, c'est un art, il est musicien, c'est un art aussi. Mais son film ne serait pas de l'art. Sans doute que la personne qui a fait ce commentaire n'a pas du tout la même définition de l'art que moi.
ce qui n'est pas grave. Après, on a déjà vu qui d'autres étaient pas d'accord avec moi. Je vais donner ma définition ici parce que je la trouve pertinente dans une vidéo où je parle du rôle du réalisme dans l'art. Bon, déjà, je fais la différence entre les arts et l'art. Les arts, c'est la pratique, la technique. Ce qui fait que je dis que même la télé-réalité, c'est un art. Il y a une technique nécessaire derrière. Il faut apprendre à le faire. Mais je trouve pas que c'est de l'art. Pour moi, l'art, c'est la vérité de quelqu'un. Je parle pas de la vérité dans son grand sens philosophique. Juste la vérité de quelqu'un sur un sujet à un moment dans sa vie. Ce que cet individu a à dire sur la vie, le monde, l'amour, la guerre, la politique, la nourriture, le sexe, les voitures, le jeu vidéo Final Fantasy VII. C'est l'expression de quelque chose de profondément humain qui généralement évolue avec le temps. C'est pour ça que j'adore découvrir toute la filmographie d'un réalisateur ou toute la discographie d'un musicien, parce que ça me permet de voir ses vérités. Ça me permet d'avoir une connexion avec ce que cette personne essaye d'exprimer. Et c'est important pour moi de dire essaye, parce que je trouve ça aussi super intéressant quand un artiste échoue, quand il essaye d'exprimer sa vérité et qu'il n'y arrive pas. En plus, cette définition prend en compte l'aspect collectif de l'art. Dans un film, il n'y a pas juste la vérité du réalisateur, il y a aussi celle du scénariste, celle des acteurs, celle du compositeur, du monteur, et toutes ces vérités fonctionnent de concert, ou non, pour donner une œuvre complète à découvrir. Et aussi, c'est ce qui lie ma définition de l'art au concept de réalisme et de réalité. La vérité de quelqu'un peut être sa perception de la réalité. Donc déjà, ça peut être complètement à côté de la plaque de la réalité objective. Il y a beaucoup de gens et d'artistes qui sont très loin de ce concept. Mais surtout, ça peut même n'avoir aucun rapport avec la réalité. Un artiste peut avoir des choses à dire sur des concepts totalement imaginaires. On en revient à Astier, c'est un artiste parce qu'il pratique des arts. Pour moi, la définition d'artiste commence et s'arrête là. Mais son film, que j'ai pas aimé, c'est de l'art. Il essaye d'y exprimer sa vérité. Et donc, même si j'ai pas aimé, je trouve le film intéressant. Comme je trouve tout film intéressant. Mais en plus, ici, c'est un film qui compte comme de l'art pour moi. Parce que le réalisateur y exprime quelque chose, ou en tout cas essaye. Je dis pas que tous les films sont de l'art, parce que selon ma définition, si c'est un film de commande par un gros studio, avec des réalisateurs qui sont là pour satisfaire un cahier des charges, ça peut pas être de l'art. Ce qui ne change pas le fait que les gens qui travaillent sur ce film sont des artistes, que des arts sont au service de l'œuvre commandée. Mais si l'objectif unique du film est financier et pas artistique, ça peut pas être de l'art. Comme les peintres de la Renaissance qui faisaient des portraits de la femme du duc de machin truc. J'ai énormément de mal à considérer ça comme de l'art, selon ma définition. Alors que si on demande à la plupart des historiens en art et des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi dans ce domaine, c'en est sans équivoque. Je sais, c'est paradoxal, la réalité est pleine de paradoxes, et je suis réel, je crois. Et d'ailleurs, je vais pas m'étendre plus sur ma définition personnelle et subjective de l'art. Et je vais pas non plus prendre le temps de faire une antithèse parce que vous en trouverez sans doute des dizaines dans les commentaires. Et c'est très bien. N'hésitez pas à dire ce qu'est l'art pour vous, c'est toujours un débat philosophique intéressant. Par contre, il n'y aura ni correction ni note. Désolé. On va terminer avec des petits exemples sur le réalisme en fiction tirés tout droit de TV Trope. Juste des petits points intéressants tirés des pages La réalité est irréaliste et Sapin de Noël en aluminium. Attention, on va commencer par une démonstration. Les épées ne font pas un bruit métallique quand on les dégaine d'un fourreau. Parce qu'on fait pas de fourreau en métal, ce serait trop lourd. Donc les fourreaux sont en bois ou en cuir, ce qui fait ce bruit. Elles ne font pas non plus de bruit métallique quand elles coupent l'air, elles font juste ça. Mais on est tellement habitué à entendre ces bruitages que quand ils ne sont pas là, on a l'impression que l'épée est fausse. Bon alors ça c'est un katana de décoration à 20 balles, mais il ferait le même bruit s'il était aiguisé. On ne peut pas entendre le tranchant d'une arme. On appelle ça l'effet noix de coco, qui vient de la tradition de frapper deux moitiés de noix de coco pour faire le son d'un cheval au trot. C'était tellement courant en fiction radiophonique et au cinéma qu'un vrai son de cheval au trot semblait faux en comparaison. Et il y a plein de bruitages comme ça qui font qu'on trouve le vrai son moins réaliste que le faux. C'est très vrai pour les armes à feu qui sonnent comme des pétards dans la réalité. C'est d'ailleurs un problème parce que les gens ne reconnaissent pas le son des coups de feu quand une fusillade a lieu à proximité parce qu'ils ne sont pas aussi impressionnants que dans les films ou les jeux vidéo. La réalité n'est pas réaliste parce que nos attentes du réalisme ont été faussées par la fiction. Et nos attentes en fiction sont aussi parfois très absurdes, parce qu'en voulant du réalisme, on repousse des choses vraies mais invraisemblables. C'est le trope du sapin de Noël en aluminium. Ça vient du dessin animé des Peanuts où Lucie demande à Charlie Brown de trouver un sapin de Noël en aluminium rose. Évidemment, en regardant ça, on se dit Camoulox, c'est un dessin animé avec des enfants qui inventent des choses fantaisistes. Voici un sapin de Noël en aluminium. Et oui, il y en avait des roses. C'est quelque chose qui existait et était assez populaire dans les années 50 et 60. Parce que souvent, la réalité est bien plus absurde que tout ce qu'un auteur peut imaginer. Elle est aussi souvent bien pire. Par exemple, dans la liste de Schindler, Spielberg a dû diminuer la cruauté du SS Amon-Goeth, de peur que ses véritables crimes ne le fassent passer pour un méchant caricatural. Il était si méchant que les nazis l'ont viré de son poste. Il était trop méchant pour tenir un camp de concentration nazi.
Et si on considère qu'un mec peut être tellement méchant que ce serait pas réaliste, ou l'inverse, alors que c'est objectivement la réalité historique appuyée par des faits, eh ben ça raconte quelque chose d'autre sur le réalisme. C'est qu'il est fondamentalement lié à la perception subjective de la réalité. La majorité des gens n'ont jamais rencontré quelqu'un d'aussi cruel et violent qu'Amon Goeth. Dans leur perception de la réalité, ce n'est pas possible. Donc une représentation réaliste doit être réadaptée pour se conformer aux attentes du public. On doit déformer la réalité pour être plus réaliste. Et il y a énormément de choses comme ça liées à notre compréhension du monde qui a été forgée par notre expérience de la réalité, mais aussi par les œuvres de fiction auxquelles on a été exposé. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se prend une balle en pleine tête ? Bah il meurt. Si un personnage dans un film se prend une balle en pleine tête et qu'il survit, on va considérer que c'est mal écrit. C'est n'importe quoi, c'est pas réaliste. Et pourtant, voilà une liste de 10 personnes qui ont survécu à une balle en pleine tête dans la réalité. Tout comme on a le cas de Emma Carey qui n'a pas pu ouvrir son parachute et a survécu après être tombée de plusieurs kilomètres d'altitude. Et elle remarche. Tu mets ça dans un film, c'est de la fabulation, mais c'est la réalité objective. Le réalisme est un outil. Il peut être adapté à une tâche ou non. Il peut être bien utilisé ou très mal. Mais ce n'est pas un objectif absolu pour la fiction ou pour l'art en général. Déjà parce que ce qui est cool avec le fait d'inventer des histoires, c'est qu'on peut se libérer des limites de la réalité, l'exagérer, la simplifier, l'enjoliver, la laidir. Mais aussi parce que ce qu'on pense être la réalité, notre expérience du monde, n'est pas forcément représentatif de la réalité objective. C'est même sûr que c'est pas le cas. Nos sens ont évolué pour nous permettre de survivre, pas pour observer la réalité dans son ensemble. On ne voit pas toutes les couleurs qui existent, on n'entend pas tous les sons, on ne comprend pas tout ce qui nous entoure. Parce qu'on a majoritairement pas besoin d'une compréhension totale de notre environnement. Par exemple, je me filme avec une caméra là, je sais grosso modo comment elle fonctionne, mais je sais pas précisément comment elle a été assemblée, où ont été fabriquées les pièces, d'où viennent les matières premières, quelle logistique a été nécessaire pour les produire et les acheminer. Parce que j'ai pas besoin de savoir ça pour l'utiliser. Il y a toute une part de la réalité qui m'entoure que je ne connais pas, et c'est le cas pour tout le monde. On est plein de biais de confirmation qui nous confortent dans l'illusion qu'on sait les choses et qu'on a raison. Mais c'est objectivement faux. Le monde est trop complexe pour qu'un humain le comprenne complètement. Même les experts dans un domaine, disons la fabrication de caméras, ne savent que ce dont ils ont besoin pour leur domaine. Et ça peut être une quantité d'informations colossale. Mais personne ne peut dire d'instinct ce qui est réel ou non. Je peux pas deviner en la regardant d'où vient le sable qui a servi à faire la lentille de ma caméra. Connaître la réalité, ça nécessite une méthode, des preuves, des raisonnements, une validation par les pairs. Et donc on révèle la réalité par petits bouts et aucun individu ne possède le puzzle complet. Et ça, c'est sans compter les gens qui cherchent intentionnellement à fausser notre perception de la réalité pour servir leurs propres intérêts. En 2023, on peut pas prétendre que c'est pas un facteur majeur de dissension dans le monde. Donc ni un auteur ni le public ne peut prétendre décrire ce qu'est la réalité objective. C'est pour ça que le réalisme doit souvent mentir. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse dans l'art, c'est les vérités multiples, plurielles, souvent incompatibles des artistes. Parce que quand quelqu'un affirme montrer la réalité, moi j'aurais plutôt tendance à me méfier. Parce que le plus grand mensonge en fiction, c'est « ce film est basé sur des faits réels ». Un gigantesque merci à CyberGhost VPN, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour obtenir la réduction exceptionnelle de 83% et les 4 mois gratuits. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous recommande celle-ci et je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Un gigantesque merci à Morgan of Glencoe, Pouillou, Arnaud, Billy Radi, M. Laetitia, Femto, Mywen Air, le maître du Doliprane, Fly Lupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Egolius, P. Le Gaulois et Kevin Delamure. Vous êtes ma réalité. Nous on se retrouve dans 2 semaines, Tropper, out.